Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver tous les jeudis soirs dans Ça fait débat sur numéro 23 sur Télé Sud. Merci de votre fidélité, vous êtes de plus en plus à commenter sur la page Facebook, elle s'intitule Ça fait débat, vous pouvez réagir, commenter, je vous le dis, ou liker tout simplement. Et merci de votre fidélité, nous allons traiter trois sujets, c'est parti au menu. Au sommaire de cette émission Ça fait débat, l'affaire Dieudonné, qu'en est-il de la liberté d'expression? Est-ce qu'on peut le museler? On en parle, est-ce que Valls il n'en fait pas une affaire personnelle? D'ailleurs, n'est-ce pas une atteinte à la liberté d'expression? Ensuite, on s'intéressera à la politique française. Quelle place pour les minorités ethniques au sein de ce gouvernement français? Comment expliquer finalement que entre les attaques racistes que subit Christiane Taubira et puis surtout ces Français issus de l'immigration sont-ils assez représentés au gouvernement? On en parle tout à l'heure et on fait le point avec nos trois débatteurs. Et puis on ira direction la Centrafrique où Michel Djotodia, le président de la transition, vous savez, doit démissionner. Il se trame là que dans les heures qui arrivent, justement, avec la réunion à la CEAC, que Michel Djotodia doit démissionner. Et enfin, en deuxième partie de cette émission, nous recevons l'ancien Premier ministre de la Guinée et il est surtout le président du Parti de l'Espoir pour le développement en Guinée. Un poids lourd ici en deuxième partie de cette émission, il s'appelle Monsieur Lansana Kouyaté, il sera avec nous en deuxième partie de cette émission. Vous le savez, le dicton n'a absolument pas changé et c'est bien ici même, dans ce lieu, dans ce plateau qui s'intitule Ça fait débat, où la liberté d'expression est de mise. C'est parti. Allez, pour débattre et pour parler et pour commenter, décrypter, analyser, on va tenter d'être peut-être moins rentre-dedans que la semaine dernière, parce que c'était quand même relativement chaud, Gabriel Barga, la semaine dernière, avec nos amis. Hein. Ouais, on a eu beaucoup d'échos. J'ai assisté à ça en tant que spectateur. Vous avez assisté à ça, vous avez même participé, je dirais. Et je remercie tous les téléspectateurs et les spectatrices qui ont commenté. Vous avez été... Alors là, c'est vrai, on a explosé à la fois notre audience et puis aussi nos commentaires. Vous avez été très nombreux à commenter cette actualité, je vous en remercie. Gabriel Barga, comment ça va ? Ça va bien. Bien. Face à vous, on a Maître Devers. Gilles, bonsoir, bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonjour pour les téléspectateurs de Télé Sud et bonsoir pour les téléspectateurs de Télé Sud et bonjour pour ceux qui nous regardent sur le numéro 23. Vous allez bien ? Très bien, un peu mieux que la liberté d'expression. Un peu mieux que la liberté. On va en parler justement. À vos côtés, il est omniprésent en ce moment, puisqu'on l'a vu sur Canal+, on l'a vu sur BFM TV, on l'a vu avec Thierry Ardisson, on l'a fait bref, il est partout. Et il est là surtout pour commenter l'affaire Dieudonné. Bonsoir, bonjour. Rust. Bonjour. Tout va bien ? Ça pourrait aller mieux Vous craignez, si la République n'était pas en danger. Si la République n'était pas en danger. Justement, messieurs, on va en parler. Allez, pour commenter ce premier sujet qui a longuement, évidemment, marqué la semaine, je veux parler de l'affaire Dieudonné. D'abord, je vais vous poser cette première question, Ross. Vous craignez pas pour vous, parce que c'est vrai que vous prenez des risques quand même sur ces plateaux de télévision, on vous voit un peu partout. Vous n'hésitez pas, vous, à donner votre opinion, y compris votre position, Rust, à l'égard de Dieudonné. À un moment, il s'agit aussi de votre avenir, parce que vous êtes un artiste aussi avant tout. Vous vendez des disques. Je vais vous dire un truc, ça fait depuis très longtemps que j'ai enterré ma carrière artistique pour les combats que je mène. Donc, pour moi, ça n'a aucune importance les conséquences que peuvent avoir mes positions sur le débat public. Le débat public, aujourd'hui, on parle de liberté d'expression. En tant qu'artiste déjà, je me dois de combattre toute forme de censure, quelle qu'elle soit. Je ne suis en aucun cas un soutien pour un tel ou un tel, je suis juste un soutien pour la démocratie et pour la justice équitable. Je suis d'accord avec vous, je vous ai quand même entendu sur BFM TV, je ne fais pas de promo, mais je parle à nos confrères, vous avez quand même dit « je soutiens l'humoriste, mais je ne soutiens pas ses actes ». Alors, j'ai été clair, sur l'aspect artistique, je soutiens l'artiste en tant que tel, sur les propos antisémites condamnables par la loi, je ne suis en aucun cas solidaire de ça. Il y a des lois qui doivent condamner tout débordement raciste, antisémite. Il faut que la justice fasse son boulot, mais en aucun cas... Alors justement, la justice fasse son boulot. La nouvelle qui est tombée tout à l'heure, je vous le rappelle, c'est que Dieudonné se produit ce soir à Nantes. On a eu l'info là il y a quelques minutes. Donc ça veut dire que la justice, il y a quand même, malgré tout, malgré la pression politique, ça veut dire qu'il y a quand même des lois et que lorsqu'on sort du cadre, qu'on soit ministre ou pas... Donc les 5600 spectateurs peuvent aller voir Dieudonné ce soir. Hein. Ça y est, c'est tombé. C'est tombé. La justice, maître, vous, ça veut dire quoi? Comment vous je sais pas, quelle grille de lecture vous donnez à ce message? La justice, là, clairement, elle s'est exprimée. Oui, c'est pas... alors qu'elle s'est fait taper dessus pendant très longtemps.
Oui, enfin, ça, c'est un peu une approche très médiatique, dans le courant dominant. Parce que l'idée qu'on ne censure pas un spectacle à l'avance, elle est solide, mais vraiment extrêmement solide. On n'a pas d'exemple en France. Vous êtes réjoui, par exemple, que la décision soit tombée, là, et que, clairement, Dieudonné peut tout à fait s'adresser à spectateurs, à ces 5600 spectateurs, et puis se produire? Mais bien entendu. Vous êtes réjoui? Absolument. D'abord parce que nous avons des principes du droit français et européen qui reposent sur des acquis de loi et de jurisprudence et de pratique, et qu'avant de toucher à cet équilibre, il faut quand même voir ce qu'on est en train de faire. Ensuite, parce qu'en dehors de la technique juridique, donc je peux toujours vous parler un peu plus, il y a l'idée même de la démocratie. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? C'est qu'on échange par le débat, on échange par le dialogue. S'il le faut, le dialogue devant le juge au tribunal. Mais il ne faut pas confondre la censure et la sanction après coup, et non plus limiter la réaction à la réaction judiciaire. Autre question, est-ce que c'est atteinte clairement, cette circulaire-là qui a été provoquée et puis par le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, est-ce qu'elle porte atteinte à la dignité? Maître, clairement. Alors, la circulaire n'a aucune valeur juridique, celle-là encore plus que d'autres. Oui, si on veut faire du droit... Ça vous fait sourire, mais je vais vous donner la parole, visiblement. Non, si vous voulez faire du droit... C'est-à-dire qu'on se fout de la gueule de Valls, c'est ça? Non, c'est faux. Attendez, les libertés fondamentales dans une démocratie, ça compte. Donc si vous pensez qu'une circulaire bricolée comme cela en 3 jours, après un communiqué de presse qui est parti beaucoup trop vite pour essayer de réglementer des libertés aussi essentielles que la liberté de réunion, la liberté d'expression, mais dans quel pays on est? On n'a plus de république, on n'a plus d'état de droit. Donc cette circulaire ne vaut absolument rien, premièrement. Deuxièmement, est-ce qui est atteinte à la dignité? La dignité en France, on la trouve dans un seul arrêt du Conseil constitutionnel de 1994. Il n'y a aucun texte, il n'y a rien du tout. C'était un peu une invention comme cela. Et puis après, qu'est-ce que c'est devenu? Alors le Conseil d'État l'a repris pour le spectacle du Lancelin. Seule sanction effective. Le Lancelin, c'est un spectacle de foire. Bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expression, il n'y a pas d'idée. Et maintenant, il est tout à fait clair que cette jurisprudence du Conseil d'État ne tient plus. Même le Conseil d'État l'a dit lorsqu'il y avait le débat sur le voile intégral, en disant la notion de dignité, elle ne renvoie pas à la morale collective, donc sortez de la dignité. Gabriel Barga, ça vous fait sourire? Je vous ai vu sourire quand cette circulaire, qui est provoquée par Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, visiblement notre avocat, maître, dit clairement que cette circulaire, c'est du bidon. Enfin, je le dis avec mes mots à moi. Si je suis bien ce débat, il y a plusieurs Dieudonné. C'est-à-dire? Il y a un humoriste. Vous êtes réjoui d'abord? Il joue ce soir? C'est bien. En ce moment où on parle, il joue là. C'est bien que le droit ait triomphé. Parce que sinon, on était dans la pression politique, alors qu'on sait bien que dans une république, ce dont se prévaut la France assez souvent, il faut quand même laisser aux juges le soin de s'exprimer. Ils se sont exprimés, très bien. Pour revenir à Dieudonné, il y a plusieurs Dieudonné. Il y a un Dieudonné qui est un humoriste, qui a un public nombreux. Il y a un Dieudonné qui est considéré comme un acteur, un activiste, quelqu'un qui dérange, un ovni politique, parce qu'il prend des positions à partir de sa popularité, de sa célébrité, sur des questions politiques, gênantes pour certains. Ce Dieudonné-là, on essaye de l'attaquer en voulant tuer l'autre, l'artiste. C'est l'artiste qu'on a voulu museler en disant « tu ne joues plus » parce que c'est de là que tu tires finalement ta popularité pour t'exprimer sur les questions politiques. Il y a une confusion énorme. Donc, de la même manière, pour revenir à la décision qui a été prise, et selon les informations que vous nous donnez à l'instant, il y a des juges qui statuent sur une législation et une jurisprudence. Et ce qui est arrivé à Nantes, hélas, peut conduire à une espèce de strike pour ceux qui voulaient abattre Dieudonné. Hélas pour eux. Ah bah là, c'est parti, je vais me retourner. Parce que et là, je me tourne si vers... Nantes a dit... Il peut jouer, je ne vois pas pourquoi, ailleurs ce serait annulé. Et j'arrive, je vous pose cette question, parce que sur le plan juridique, Rust, c'est une victoire pour Dieudonné? C'est une victoire avant tout pour la démocratie. C'est une victoire contre les gens qui sont en train de mettre en place une façon de faire qui est dictatoriale et qui emmène vers le totalitarisme. C'est une sacrée claque pour... Est-ce qu'on peut considérer que c'est une sacrée claque? Commence comme ça. Une sacrée claque pour Valls, le ministre de l'Intérieur. Alors, c'est une sacrée claque. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Pour moi, il faut que la justice prime avant tout. Je ne suis pas dans une guerre contre une personne. Oui, mais Russ, pardonnez-moi, mais est-ce qu'il en a fait une affaire personnelle, Valls, finalement? C'est pour ça que je pose la question, est-ce que finalement, il ne s'est pas pris une gifle, là? Est-ce qu'il n'en a pas fait une affaire personnelle? C'est non pas le ministre de l'Intérieur qui s'adresse à l'artiste, comme le rappelait très justement Gabriel Barga, mais c'était le personnage, l'individu, le citoyen français, Valls, qui s'adresse à Dieudonné. La violence par laquelle
Manuel Valls a pris cette affaire, je pense qu'elle conduit effectivement à se dire sincèrement que c'est une affaire personnelle. C'est à lui d'intervenir dès le départ ? Mais ce n'est pas au ministre de l'Intérieur d'intervenir là-dessus. Il n'y a jamais eu de trouble à l'ordre public depuis que Dieudonné joue ses spectacles. La dangerosité, justement, c'est que quand vous avez des gens comme Arnaud Klarsfeld qui viennent sur des chaînes de télé grand public pour dire « Non, on va causer des troubles à l'ordre public pour pouvoir faire interdire son spectacle, ça c'est dangereux pour la République. Et ces gens-là, on ne les condamne pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'il y a 2 poids 2 mesures? C'est quoi? Ce que je veux dire, chacun tirera ses conclusions. Simplement, je dis qu'il y a un moment où il faut la même justice pour tout le monde, peu importe nos origines, peu importe notre couleur. Ma question. Donc c'est une victoire. Là, il doit doucement rire. Il doit doucement rire. Alors, Dieudonné, l'artiste, c'est une sacrée victoire pour lui. Je pense que c'est et pour tous ses fans. Mais par contre, n'oublions pas quand même qu'il y a des gens, effectivement, sur certains propos qu'il peut avoir, qu'il a eus, qui sont des propos qui ne sont pas forcément dans son spectacle, qui sont des propos qu'il peut avoir parfois, peuvent choquer des gens qui ont eu des déportés dans leur famille, qui ont subi, qui ont quand même subi certaines choses pendant la guerre. Donc, il faut faire aussi attention à ça. Ça, la justice doit faire son boulot. S'il doit être condamné, lourdement condamné financièrement là-dessus, que la justice le fasse. Par contre, sur l'aspect artistique, moi je suis ravi que la République revienne à la raison et que la démocratie retrouve au moins une part de ses lettres de noblesse. Ça risque pas de mal tourner finalement cette affaire entre Valls. Est-ce que vous considérez que le ministre de l'Intérieur, il en a fait une affaire personnelle, maître? Beaucoup trop personnelle. Il a commencé aux universités de La Rochelle en citant nommément l'artiste comme cela. Bon, les services ont des modes de fonctionnement. C'était à qui alors de prendre la parole? On est en France. S'il y a des infractions, je pense que c'est le parquet qui agit. Et donc, est-ce que le parquet a fait quelque chose? Le parquet n'a rien fait. Est-ce qu'il n'a pas fini par agacer le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls? Ou alors est-ce que le ministre de l'Intérieur ne s'amuse pas lui-même avec cette polémique? Moi, je vois également quelque chose qui est sur le discrédit de la justice. C'est-à-dire qu'en fait, ce soir ou demain, Manuel Valls va faire un discours en disant « Moi, je fais tout ce que je peux parce que l'antisémitisme et puis les juges, je ne suis pas. Donc, vous voyez, moi, je suis avec le peuple et puis il y a des choses contre nous. » C'est-à-dire qu'on doit respecter la justice, ça marche pour tout le monde. Vous comprenez? Et le jeu qui est d'instrumentaliser des contentieux complètement fictifs était une méthode de Sarkozy. Maintenant, c'est une méthode de Valls. Je le constate. Moi, c'est un constat que je fais. Et ensuite, on fait du discrédit sur les minorités et sur cette justice d'intellectuels qui ne comprend rien en réalité. C'est intéressant ce qui s'est passé là, avec la décision notamment de Nantes. Dites-moi, est-ce que les autres maires vont finalement tirer une leçon de tout ce qui s'est arrivé là ou pas du tout? Ou est-ce que, à tour de rôle, là, dans le cadre de sa tournée, il va y avoir un peu ce qu'on vient de vivre sur la ville de Nantes? En l'occurrence, le maire... Ensuite, Rost et Gabriel Mbarga. En l'occurrence, le maire, il a parfaitement respecté le droit, vu qu'il a refusé l'interdiction. Voilà. Et il y a eu plusieurs échanges avec le préfet, et c'est le préfet qui doit avoir des coups de fil qui tombent à côté, qui finalement dit « je vais prendre la mesure ». On voit le résultat de la manœuvre, si vous voulez. Est nommé. Voilà, bon. Ensuite, on restera toujours à la base, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire qu'il y ait des troubles à l'ordre public. Il faut qu'il y ait des troubles à l'ordre public d'une importance telle que la police ne soit pas en mesure de les tenir. Voilà, on avait eu un petit peu ça quand il y avait un groupe d'extrême droite qui voulait faire la distribution de soupe aux cochons à Paris. Je rappelle à ceux qui viennent de retrouver, le tribunal de Nantes a suspendu donc l'interdiction du spectacle de Dieudonné. Voilà. C'est clair, c'est tombé il y a tout à l'heure quelques heures. Gabriel Mbarga, un mot là-dessus? Je pense qu'on y a répondu tout à l'heure, mais il faut peut-être aller au départ de cette polémique. Finalement, c'est quoi cette histoire Dieudonné dans cette France? Dieudonné, moi j'aime toujours m'attarder sur les gens. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, a été banni des médias. Parce que, après son passage chez Fogiel, il y a quelques années, où 2002, il me semble. Il avait fait ce qu'on a considéré comme un dérapage déjà à l'époque, il a été banni des médias. Et comme il a été banni des médias, il a trouvé un autre moyen de rassembler en souterrain, dans les réseaux sociaux, par d'autres formes, un public en jouant sur le bannissement dont il avait été victime. Il y a eu une espèce d'escalade de la part de Dieudonné et de ceux qui s'attaquent à lui, et de radicalisation dans le même temps. Donc, finalement, on lui a envoyé un public, quelque part, dans la posture... Quand vous dites que votre analyse, on dit que vous justifiez l'antisémitisme, les propos antisémites de Dieudonné, en fait. Et c'est ça qui est dangereux. C'est que les gens qui défendent la liberté d'expression
ne sont pas des gens qui cautionnent l'antisémitisme. Il faut que les gens en fassent la différence. Non, je ne justifie pas un antisémitisme. Je comprends bien. Je ne justifie pas l'antisémitisme dit de Dieudonné, ni de quiconque. Il y a des choses horribles qui se sont déroulées dans l'histoire, et il est normal que le droit nous rappelle qu'elles ont été graves et qu'on ne s'amuse pas avec ça. Il y a l'antisémitisme, bien sûr, et il y a d'autres aussi, il y a d'autres souffrances. D'ailleurs, l'un des problèmes... Lesquels, par exemple? L'esclavage. Parlons de l'esclavage. L'esclavage commis par la France en Algérie. Exactement. Parlons de l'esclavage, par exemple. Au départ, Dieudonné se voulait l'un des porte-paroles de la mémoire noire, de la conscience noire. Et c'est à partir du moment où il a commencé à ferrailler un peu avec cette histoire qu'il s'est retrouvé avec d'autres. Finalement, on a parlé de concurrence de mémoire à l'époque. Ce qui est dangereux, c'est quoi? C'est que derrière ces expressions-là, en réalité, on veut museler les gens. Ce sont des expressions très jolies, très solennelles, finalement, très sentencieuses. On veut museler les gens. Est-ce qu'on peut finalement museler les artistes? Certainement. C'est ce qu'on a tenté de faire. Quand on a traité Taubira de singe, mais qui a réagi avec la même violence? Pourquoi Valls n'est pas monté au créneau? Pourquoi on n'a pas sanctionné je ne sais pas qui? Mais il faut arrêter à un moment donné. On sait bien que les gens ont souffert, mais nous aussi on a souffert, et Dieudonné le porte dans sa chair. Ça se voit pas? Maître, on a un principe. alors c'est une histoire de concours? Attendez, excusez-moi de poser la question, souvent un peu provocatrice. Et dire quoi? En gros, c'est celui qui fera le mieux? Le droit est le Désolé, hein. Non mais attendez, moi je fais mon métier, je pose simplement les questions. Quand j'entends Gabriel Barga me dire ça, je me dis est-ce que finalement il n'y a pas une forme de concours? Ah bah c'est celui qui fera le mieux. Si on rentre sur des lois particulières, à ce moment-là, on ouvre la porte à les concours de la mémoire, etc. Restons au droit commun. Le droit commun, il résulte un petit peu de la France, on peut en parler. On a des normes européennes qui sont très intéressantes, elles sont valables sur 48 États qui ont eu des histoires toutes complètement différentes. Ce qui est dit, c'est qu'on a besoin de toutes les idées dans une démocratie, non seulement des idées qui intéressent, mais des idées qui blessent, qui choquent et qui heurtent. Si vous voulez combattre une idée qui est nuisible, qui est néfaste, même qui est délinquante, le seul moyen de la combattre, c'est qu'elle s'exprime. Et vous ne pouvez agir contre des idées que si elles sont dans le débat public. Après, à vous de répondre. Mais vous ne pouvez pas interdire à l'avance, vous ne pouvez pas dire, dès qu'il y aura une infraction, je poursuivrai parce qu'il n'y aurait que ça. Vous devez d'abord entrer sur un véritable débat public et ouvrir toutes ces questions. Nous avons commis des crimes par l'esclavagisme. Nous avons commis des crimes en Algérie. Je peux tout à fait vous parler de ce qui s'est passé par la France par rapport à la Deuxième Guerre mondiale et les 80 000 juifs qui ont été envoyés sur ordre des militaires et du gouvernement en Algérie. Tout ça, c'est parfaitement connu. Il faut pouvoir en débattre, débattre et... Non, mais si je pose la question, messieurs, désolé, mais si je pose la question, c'est comme ça aussi que c'est perçu par certains, c'est-à-dire que finalement, vous avez d'un côté les communautés, et puis ils se montent les uns et ça devient un concours. Je vais vous dire les choses comme elles sont ressenties. Pardon? On a l'impression qu'il y a une culpabilité de la mémoire collective française par rapport à la question juive. C'est normal, il y a eu la collaboration et c'est récent. Mais on n'a jamais ressenti ce petit frémissement quand il s'est agi des autres. Voilà le fond de l'histoire. C'est-à-dire que pour reconnaître ne serait-ce que l'esclave... Vous avez vu tout le temps que ça a pris et vous savez ce que c'était l'esclavage. Mais c'était énorme. C'est vrai. C'est vrai. C'est un truc inouï. C'est le risque. Ce sera ma dernière question après, Ross. C'est le risque. Sur ce chapitre. Vous voyez, il faut qu'on fasse attention à ne pas tomber justement dans le piège qui nous tendent. Qui? La facilité dans ce type de débat, c'est de créer justement cette concurrence mémorielle. Donc faisons attention à ça. C'est un argument qui est séduisant. Mais nous aussi, on a des revendications. Oui, mais nous devons être plus intelligents qu'eux. On veut aussi que le président de la République gueule quand on insulte quelqu'un. Mais il gueule pas. L'affaire Taubira, je sens que effectivement, elle vous a profondément choqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons nous battre. Nous qui avons la chance d'avoir la parole, on doit se battre pour que chaque citoyen, quelle que soit son histoire, son origine, soit mis sur le même piédestal. J'aurais aimé que ce gouvernement ait la même véhémence lorsque Christiane Taubira a été attaquée. Non pas que je dis qu'il ne faille pas le faire sur cette affaire-là. Mais pour Christiane Taubira, attendez, au bout de combien de temps? Au bout de combien de temps? Il a fallu des escalades. Exactement. Il a fallu des escalades. Je n'ai vu aucune circulaire qui est passée pour interdire minutes et ainsi de suite. Taubira est ministre. Et les footballeurs qui se font jeter des bananes tous les jours. Mais il y a des tonnes de choses qui sont énormes. Maître?
Moi, je dis... Pour ce qui est de Taubira, de la réaction, je pense qu'on a eu toute une manifestation politique un petit peu à retardement. On nous a dit que la Parce justice... qu'il y a des gens qui se sont levés à un moment. Oui, mais attends, on nous a dit que la justice serait saisie. À ce jour, nous n'avons pas la preuve que la justice a été saisie. Donc j'espère qu'il n'y a pas une manipulation. Les premiers à réagir, c'était les leaders d'opinion, dont vous. Mais justement, mais c'est pour ça que je trouve inadmissible qu'à un moment, les politiques mettent autant de violence dans un combat, mais que de l'autre côté, que ça ne soit pas un combat équitable. Et on demande juste une chose, c'est qu'il y ait la même justice pour tout le monde. Messieurs, la même justice pour tout le monde. Finalement, ma dernière question sur ce chapitre, l'affaire du Dieudonné. Finalement, alors, moi, je suis très prudent et je regarde et je veille à ce qui se dit, à ce qui se raconte dans les réseaux sociaux. On a élu Hollande, et j'ai vu vous savez... ce qui circule comme info. Dieudonné, finalement, s'il appartenait au système. On a élu François Hollande, l'un des arguments. Tout le monde il se dit anti-système avec sa quenelle. Mais tout le monde appartient au système. À partir du moment où vous vivez en France, vous vivez dans un système, que vous le voulez ou non, vous êtes dans le système. Vous consommez, vous mangez tous les jours. Vous buvez, donc vous dépensez de l'argent. Vous contribuez au système, vous êtes le système. Le système, c'est pas eux. Et ensuite, Gabriel Barga. Mon système, le seul système qui m'intéresse, c'est celui de la loi et du respect des droits. Donc je suis pro-système. Et j'ajoute que quand je parle de racisme, d'antisémitisme, j'ai une référence. C'est Frantz Fanon, il était juif, il était noir, et il était descendant d'esclaves. Donc toute simplification du débat historique et renvoi des mémoires les unes aux autres est complètement inepte. Absolument. Gabriel Barga, et on passe au second sujet. On va s'intéresser aux minorités. L'une des raisons pour lesquelles François Hollande a été élu, c'est qu'il avait attaqué Sarkozy sur le fait que Sarkozy avait disloqué le tissu social. Vous vous souvenez, c'était un argument fort de sa campagne. Donc on comptait ceux qui ont voté pour Hollande sur lui pour apaiser cette nation. Mais s'il a un ministre qui prend un tel ascendant, de telle liberté, et qu'il suit, et qui lui-même participe maintenant de ces affrontements entre des communautés, des identités, des mémoires, des histoires. Mais il faut arrêter. Revenons simplement à la sagesse du droit. Ça fait la force des grands pays. Au lieu qu'un ministre qui parte avec beaucoup d'improvisation, beaucoup de précipitation, une circulaire, on est dans des choses très graves. Je ne suis pas là pour défendre un tel ou un autre. Mais même dans les attaques qui sont contre lui, c'est aujourd'hui qu'on se souvient, alors que ça fait des années qu'il n'a pas payé d'amende, qu'il a blanchi de l'argent. Je vous vois, Gabriel Barga, que vous êtes plus bavard que la semaine dernière. Oui, là, je vous sens quand même assez... Vous savez pourquoi je vous sens animé de, je sais pas, de quelque chose qui, en tout cas, vous... Non, mais faites attention sur le blanchiment d'argent, parce que ce n'a pas encore été prouvé. Mais bien sûr, c'est là que j'allais venir. Être attaqué pour ça. On l'accuse de tout aujourd'hui, comme si on n'avait jamais rien su. C'est comme Yannick Noah, quand il gagnait, il était français, quand il perdait, il était camerounais. Et les Camerounais leur disent, foutez-nous la paix. On n'a plus le temps, s'il vous plaît, messieurs, on n'a plus du tout le temps. Vous savez, on n'a plus du tout le temps. Et on n'a plus du tout du temps de parler de cette affaire, en tout cas blanchiment d'argent, de transfert d'argent de Paris au Cameroun. Un billet, j'ai retrouvé ce billet, cette carte blanche, en tout cas, qui a été publiée au Cameroun, hein, le regard vu par les Camerounais eux-mêmes, puisqu'il est d'origine camerounaise. Au Cameroun, Dieudonné, c'est une histoire de blancs qui en veulent à notre frère. Ils disent le Robin des Bois qui vient de la forêt, fichez-lui la paix. Voilà. C'est un article que je vous invite à découvrir, qui a été récupéré notamment par Rue 89. Voilà, si vous voulez, allez le lire. Je pense Maître, en que, quelques vu secondes. d'Afrique, où j'étais pendant les fêtes de fin d'année en famille, il y a effectivement un regard assez violent et beaucoup d'incompréhension comment la France en est là. Voilà. Donc il faut que la France se pose des questions quand on a des rapages. Eh bien, on continue à se poser des questions, maître. Vous savez pourquoi? Parce qu'on passe à ce second sujet qui a, alors là, non pas marqué ni secoué la semaine. C'est une véritable question qui agit la société. Je veux parler de la politique française et quelle place pour la minorité ethnique. On a parlé de Harlem Désir, Ramayad, Rachida Dati, Fadela Amara, Christiane Taubira, Najat Vallaud-Belkacem, et j'en oublie plein d'autres. Et Dieudonné. Et Dieudonné. Comment alors? Ma question, messieurs, s'il vous plaît. On les découvre d'ailleurs, là justement, à tour de rôle, vous allez les voir sur vos écrans, ici même. Les Français issus d'immigration. D'abord, est-ce qu'ils sont suffisamment représentés au gouvernement? D'ailleurs, même si on compare avec celui incarné par Nicolas Sarkozy, en comparaison avec les gouvernements européens. Alors, je vous donne la parole parce que je donne la parole. Pardon, Gabriel. Non, je suis désolé Moi, parce je dis que... quelque chose en 10 secondes. Non, vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est battu justement sur ça. Je sais. Je vais lui laisser Et je le sais, temps j'ai de été parler. témoin J'ai peur. qu'il est monté au créneau auprès de Nicolas Sarkozy, auprès Je de sais. toutes les Non, personnalités politiques. je sais que c'est un Et j'ai le guerrier. sentiment quand même que vous êtes fatigué pour rien. Allez-y, Gabriel, dans quelques secondes. 10 secondes.
parce que j'ai Là, peur on découvre d'oublier. la jette de Valo Belkacem. J'ai peur d'oublier. La France est en contradiction même avec la question que vous posez. C'est-à-dire, on ne peut pas dire les Français issus des minorités ne sont pas représentés, alors même que la République nous dit, quand vous êtes Français à part entière. Il y a déjà un problème de fond à régler dans cette France. Alors, messieurs, vous allez doucement rire. Au Gabon, là, récemment, au Gabon, un Français d'origine gabonaise, un blanc, qui a été élu maire de Libreville. Maire à Libreville, d'accord Revenons à Paris, c'est Et alors, réaction aussitôt. Nous invitons par ce vote la France à accepter également, sans aucune hypocrisie, la présence des Noirs sur son sol et à donner plus de droits politiques aux communautés noires, à laisser entendre donc Okumba Patrick après l'élection de son rival. Alors, c'est les Africains qui nous donnent des leçons maintenant ? Tout le monde peut donner des leçons aux uns et aux autres. C'est pas le truc, mais ce qui est important. Là, mais en France, il y a un problème. Au Gabon. On a Nicolas Sarkozy. Moi, je vais être franc. Hein. Allez-y, Rost, on est là pour ça. À un moment, il faut arrêter de... 10 000 fois plus d'avancées, mais je le dis sur d'autres médias, j'assume. On a eu 10 000 fois plus d'avancées sur la question des minorités, de la diversité, de la représentativité. On a avancé 10 000 fois plus sous Nicolas Sarkozy que sous le gouvernement actuel. Et pourtant, vous n'êtes pas un pro-Sarkozy. Parce que, non, moi j'ai fait la campagne de François, donc François Hollande. De François Hollande. Moi j'ai fait sa campagne, donc parce qu'on voulait un vrai changement. Aujourd'hui, on constate que c'est pas le cas. Malheureusement, on avait espoir, on s'est battu. Toutes les personnalités qui défilent, on s'est aussi surtout battu pour que cesse la violence, les 5 ans de violence qu'on a eu à l'égard de l'islam dans ce pays sous Nicolas Sarkozy. C'est une des premières raisons pour lesquelles, une des raisons pour lesquelles on s'est autant battu aussi. Mais je reconnais qu'on a avancé beaucoup plus sur la question de la diversité sous l'ancien gouvernement que sous le nouveau. Le gouvernement actuel vous dit une chose. Il se cache sous une chose. C'est sur cette pseudo-égalité républicaine dont vous parlez tout à l'heure. Une pseudo-égalité républicaine, ça n'existe pas, c'est une utopie absolue. Donc, il y a un moment où moi, j'étais pas spécialement pour les quotas à une époque. Aujourd'hui, c'était ma prochaine question. Nous allons nous battre pour qu'il y ait un quota parce que ce gouvernement, aujourd'hui, il se fout de notre gueule. Je suis désolé, moi, il n'y a personne qui me représente concrètement dans ce gouvernement actuellement. Donc ras-le-bol. Christiane Taubira, très bien, ok, mais Christiane Taubira n'est pas... une rescapée des quotas. Exactement, non mais voilà. Ouais. Est-ce qu'il faut instaurer les quotas ? Il nous faut des gens du terrain et des gens qui connaissent la réalité du terrain, du peuple. Proposition du rappeur Rust, il faut instaurer désormais le système de quotas. Qu'est-ce que vous en pensez, maître ? Et ensuite, je vous donne la parole, Gabriel Mbargha. Alors moi, je répondrai déjà au niveau du gouvernement. À mon avis, ça n'a aucune importance parce que les ministres, c'est totalement cosmétique. Hein. C'est-à-dire que le pouvoir se joue ailleurs. Mais tout de même, il a peut-être raison. C'est vrai que Nicolas Sarkozy a fait mieux en 5 ans que... Le Parti socialiste est génétiquement... Le Parti socialiste est génétiquement colonialiste. Sa pensée profonde vient du système des SOS racisme en disant « je vais te blanchir quand tu seras bien comme moi, je vais te faire la place ». Donc tout ça, c'est tout à fait clair. On ne peut pas être surpris là-dessus. Et je pense que Ross a fait campagne pour Hollande, avec plus d'entrain que moi qui ai vraiment voté au 2e tour en disant qu'il faut quand même que Sarkozy se casse. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que dans la démocratie, la diversité et la place des personnes ne se fait pas sur des nominations au gouvernement, qui encore une fois, c'est du cosmétique. Ce qui compte, c'est les investitures pour les élections. Un système à l'américaine, un système à l'américaine ou pas du tout ? Pour les élections, est-ce qu'il faut instaurer un système à l'américaine ? Finalement, est-ce qu'il ne faut pas voter un système de quotas ? Pour les élections, je ne vois pas comment on pourrait le poser en pratique, mais en revanche, le débat doit se faire... Écoutez-le, mais le débat doit se faire au niveau des mandats. C'est la goutte d'eau qui fait déborder, alors non pas le vase, là, ça y est. Dans la démocratie, tout se joue par les élections. Les élections vont avoir lieu, on dit il y aura un gros taux d'abstention. Pourquoi ? Parce qu'on ne se reconnaît pas dans l'électorat. Et c'est au niveau des investitures qu'il doit y avoir une véritable place qui est reconnue. Et ensuite, après les regardez à Marseille, regardez ce qui s'est passé à Marseille. Ça a été l'établissement du PS blanc qui ne voulait pas que Samia Ghali soit leur tête de liste. C'était ça. Il y a eu un rassemblement. Un blocage anti-gay. Mais bien sûr. Et vous regardez l'histoire, il y a eu un moment où la France avait une proportion, je dirais, honnête, correcte, de personnes musulmanes ou africains ou maghrébins. C'était au moment de la colonisation. Il faut dire les choses qu'elles sont. Et depuis la fin de la décolonisation, toute cette partie-là a disparu. Et je vois que les investitures se font toujours sur le même plan et les lieux de pouvoir éliminent les minorités. 20 minutes a publié un dossier très intéressant.
qui a été diffusé, publié le 7 janvier. Donc c'est tout récent. Hein. Près d'un élu de la diversité sur 2 se dit victime des propos racistes dans sa fonction. Oui. Ross a raison. Ça veut dire quoi? La France est raciste? Vous savez, Ross Elle est a pas raison. prête. La France, elle doit arrêter ce discours idiot sur il n'y a que les Français, tous citoyens, il n'y a pas de minorité, alors il n'y a monsieur, pas de maître, communauté. quelle place des minorités alors? Mais il faut les- Quelle C'est place pour pour que je les l'ai dit pour quelle place, souligner messieurs, quelle place l'hypocrisie. pour les minorités au sein de la politique alors? Quelle En fait, place pour les minorités? J'ai commencé par vous parler. En politique. J'ai commencé par vous parler de la contradiction. Ah, attendez, il vient de dire quelque chose qui est très, très lourd de sens. Il a dit que les groupes Mais s'organisent. moi, je suis un Gaulois ici, moi. Oui, mais Moi, sauf je suis- que... Non, mais oui, moi, mais je quand suis un vous- Gaulois, oui, mais je vois comment ça s'est ce que vous dites- organisé. Donc, je vous dis que les groupes s'organisent. Ah, Moi, je oui, mais travaille- alors justement, Attendez, donc, laissez-le développer. Qu'est-ce que vous ça voulez veut dire, dire que Ross quand vous dites ça, si moi, par exemple, j'avais dit ça, on m'aurait taxé d'une chose, c'est de vouloir faire du communautarisme. Ce spectre qu'on nous brandit pour éviter qu'on s'organise, alors qu'il n'y a pas plus communautariste que ceux qui nous gouvernent. Mais bien sûr. Il n'y a pas plus communautariste que ceux qui nous gouvernent. Il faut être blanc d'une 50aine d'années avec les cheveux gris. Vous voulez dire, Ross, par là et du que même si sérail c'est pas- et fils d'eux. si c'est pas Maître pour pouvoir- Devers Si qui, ça, c'est pas du si- communautarisme. Ça veut dire, en gros, les mais- propos, s'ils avaient été tenus par vous-même, On aurait dit vous qu'on aurait est en taxé train de revendiquer communautarisme. du communautarisme, alors que justement tout ce qui se passe même avec l'affaire Dieudonné, tout ce qu'on vise à faire, c'est justement créer ce communautarisme. Mais attention, la communauté, moi je suis pour qu'on organise les communautés parce qu'elles se sécurisent, elle sécurise chaque membre de cette communauté-là. Mais je suis contre le communautarisme en tant que tel parce qu'on se renferme sur soi et on ne vit qu'en vase clos. Et ça, c'est dangereux pour l'équilibre de la République. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. attendez, On touche le doigt à quelque chose, Comme effectivement, il y a- là, qui est très sensible. La Mais question, je vous donne la c'est- parole, promis. Gabriel Barga. Moi, je suis contre les mots. Parce que les mots sont toujours des pièges dans lesquels on enferme les gens. On sort des mots et des concepts. Tous ces concepts sont étudiés pour que les gens se les approprient, ensuite aient l'impression que, voilà, ils sont mus par ces mots. Tous ces mots, à la fin, ne veulent rien dire. C'est comme Ross le disait justement, l'idée de l'égalité face à la citoyenneté française, c'est une hypocrisie. C'est pour ça que j'ai commencé par là, pour relever l'hypocrisie fondamentale qu'il y a ici en France. De dire, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de minorité, il n'y a même pas de race, puisque les statistiques ethniques, il semble que ce soit toujours un problème juridique. Et vous êtes tous égaux. Mais dans la réalité, aujourd'hui, pour ce qui concerne l'émergence dans la réalisation professionnelle, personnelle, atteindre les élites, il y a le fameux plafond de verre. C'est encore un concept peut-être, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que selon qu'on est de telle ou telle catégorie sociale, de telle ou telle communauté, de telle ou telle couleur, n'ayons pas peur des mots, on aura plus ou moins de difficultés à accéder au sommet. Et comment faire valoir le mérite là-dedans ? C'est ça la question. Comment on fait valoir le mérite ? En tout cas, le sujet concernant les diversités Comment on fait valoir le mérite ? ethniques, Est-ce que les c'est par les minorités, quotas, ou suscite alors les un groupes véritable s'organisent, intérêt. ou alors, je vous le je rappelle ne que sais pas. celles et ceux qui nous regardent, vous pouvez commenter et réagir sur la page Facebook Ça fait débat, et puis sur Twitter, c'est F débat. Allez messieurs, nous sommes obligés de passer à ce troisième et dernier sujet. Je veux parler de la crise en Centrafrique. On l'a longuement ici commenté, souvenez-vous, Gabriel Barga. Michel Diotodia est-il sur le départ? Doit-il démissionner? C'est la question qu'on pose ici même dans Ça fait débat avant de retrouver en dernière partie et seconde partie de cette émission. Eh bien, monsieur, notre invité, je le rappelle, monsieur Lansana Kouyaté, qui est l'ancien Premier ministre guinéen et président du Parti de l'Espoir pour le développement en Guinée. Il parlera aussi également de son ouvrage tout à l'heure. Messieurs, nous allons regarder ce que je vous propose tout de suite, le sujet consacré à la Centrafrique, et on vient en parler ici même. Regardez. Cri de colère de ces paysans centrafricains qui se disent être les premières victimes de ce conflit. Leurs champs et leurs élevages détruits, conséquence, aucune ressource vivrière. L'APC, l'Association des paysans centrafricains, a lancé mardi une opération d'opposition au régime du président de la transition, Michel Diotodia. Ils essaient de diviser pour mieux régner et c'est en cela qu'aujourd'hui le président Diotodia essaie de monter la communauté musulmane contre la communauté chrétienne alors qu'on vivait très bien ensemble avant. Et c'est ce qui va se faire. Nous ne tomberons pas dans ce piège-là. Le problème n'est pas nos frères musulmans. Je dis bien ce sont nos frères musulmans. Le problème est Diotodia et ses complices. Et les djihadistes, leurs amis djihadistes qu'ils ont invités en territoire centrafricain. Nous allons régler ce problème. Nous allons neutraliser ces djihadistes. Nous allons neutraliser effectivement Diotodia et ses complices. Et nous allons les juger. Ils seront arrêtés et jugés. Selon la FIDH, Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, 752 morts à Bangui, des centaines de blessés et plus d'1 millier ont été recensés ce dernier mois en RCA.
Messieurs, la situation en Centrafrique, elle est justement, on va la commenter, on va en parler. L'ex-président demande la démission, enfin l'ex-président Bozizé, je parle, il a demandé la démission de Diotodia. Marie-Reine Hassen, qui est candidate à l'élection présidentielle en Centrafrique, qui était ici même, qu'on avait reçu, réclame la démission de Diotodia. Début maintenant. Et puis la CEAC réclame la démission de Diotodia. Pourquoi attendre maintenant pour réclamer la démission de Diotodia? Mais attendez, là, on a frôlé même quasiment le génocide. Gabriel Barga. C'est une espèce de cirque. On n'a pas besoin de leur voix. Espèce de cirque. Oui, on n'a pas besoin de leur voix, ni de Bozizé, qui n'est pas blanc comme neige dans cette histoire, ni de tous les autres, pour que Diotodia démissionne. La situation impose à Diotodia... Tous les autres, c'est Déby qui a pris l'initiative de provoquer une réunion au sommet. Même s'il ne la prenait pas, Diotodia n'est plus maître. Il n'est plus maître de rien. C'est le Premier ministre qui même a été accueillir François Hollande. On ne voulait pas voir l'autre qui arrivait avec une escouade de militaires pour montrer un peu du muscle. C'est très intéressant ce qu'on vous dit. Ça veut dire que c'est un pion? Non, ça veut dire c'est quelqu'un qui a fait un coup d'État. Mais pourquoi maintenant? Attendez, pourquoi maintenant? Rappelons-nous toujours les faits. Il a fallu. Vous avez vu toutes ces violences? Rappelons-nous toujours la genèse des faits. Il a fait un coup d'État au mois de mars dernier. On a laissé faire tant qu'on avait l'impression de se débarrasser de Bozizé qui commençait à déranger. Parce qu'il ne gérait plus les intérêts comme il fallait. On a laissé faire, jusqu'à ce que lui-même, il se discrédite au quotidien, parce qu'il n'a pas su tenir le pays. Il est lâché par tout le monde, l'ONU, la France, tout le monde. Parce que ses troupes ont commencé des exactions, parce que c'est arrivé jusqu'à briser le ciment de l'unité centrafricaine, alors que dans ce pays, il n'y a jamais eu de problème entre musulmans et chrétiens, de rien du tout. Simplement parce que des troupes sont venues de l'extérieur. Quelqu'un le dit mieux que moi dans le reportage qu'on vient de voir. C'est-à-dire que... Cette référence au reportage. Diotodia, ce pays lui a échappé et il est devenu le pantin de son ambition. Point. Après, oui, mais maintenant, pourquoi maintenant? Pourquoi attendre la réunion aujourd'hui même on va pas... Non, mais... Moi, je suis très très triste de ce qui s'est passé là-bas et de ce qui se passe dans toute cette zone actuellement, parce que l'Afrique noire, je précise bien, n'a jamais été le terreau fertile à des guerres religieuses. Jamais. 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 Et qu'est-ce qu'on a voulu nous faire croire là, le conflit interreligieux, musulmans et chrétiens? Quand Diotodia arrive et qu'il manipule justement de par la religion, parce que c'est par ça qu'il arrive à fédérer. Comme à l'époque d'ailleurs, comme d'autres l'ont fait avant lui. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant lui, mais pas en Afrique noire. Mais lui, quand il est arrivé et qu'il a manipulé les gens de la sorte, et qu'aujourd'hui on se retrouve avec cette guerre entre les musulmans et les chrétiens, mais nous on ne veut pas de ça. Nous les Africains, on ne veut pas de ça. Déjà, tous les présidents qui arrivent par un coup d'État ne seront jamais légitimes aux yeux du peuple. Qu'ils le sachent. Et je ne comprends pas que les Occidentaux aujourd'hui, qui soi-disant veulent, entre guillemets, l'émancipation et l'évolution de l'Afrique, cautionnent et traitent des affaires avec des gens qui arrivent au pouvoir par des coups d'État. Seule la légitimité qui est confiée par un peuple, c'est une des raisons pour lesquelles, même pendant la Côte d'Ivoire, moi je m'étais élevé contre ce qui se passait en Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y avait aucune raison pour que ce soit les Occidentaux qui, à chaque fois, décident de qui va prendre la place ou pas. C'est au peuple africain de le faire. Et j'espère, et j'aime beaucoup ce que dit ce monsieur, et j'espère que l'ensemble du peuple entendra sa voix. C'est-à-dire que nous, on ne doit pas tuer nos propres frères au nom d'abrutis qui nous gouvernent, qui ont pris le pouvoir par la force, et que nos familles, nos enfants, nos frères, nos mères, nos pères soient tués de la sorte. Il faut que ça cesse. Même révolte. Vous partagez finalement un peu le point de vue. Aujourd'hui, Ross est assez animé d'une véritable... Je suis révolté. Il est révolté. Je le sens, je le vois bien là, effectivement. C'est difficile de ne pas l'être avec des événements de cette nature. Donc moi, je crois quand même il y a une dimension actuelle. Il l'a décrit très très bien, effectivement, à Centrafrique, avec une guerre de religion. Non, ça ne peut pas faire. Donc, et c'est au peuple africain, dans la société telle qu'elle est maintenant, de s'organiser, on est d'accord. Là où j'apporte un petit bémol quand même, c'est qu'on ne peut pas faire passer par pertes et profits toute l'histoire qui était celle très forte de la Centrafrique, de la pseudo-décolonisation qui visait qu'à contrôler les pouvoirs. Et sur la Centrafrique, ce qu'a fait la France laisse quand même un passif qui est extrêmement lourd. Voilà, donc j'entends parfois un discours qui dit maintenant il y a d'autres régions du monde, ils en sortent très très bien, regarde l'Afrique où ils en sont encore. On ne peut pas occulter les années Focard, on ne peut pas occulter cette colonisation qui a consisté à dire on choisit les dirigeants, on met en place Total, on contrôle tout, et puis on prend n'importe quel dindon qui est ici parce qu'il va aux réunions et puis il se tient
tient bien tranquille à côté de De Gaulle. Et puis à l'ONU, la France fait sa force avec un groupe de pays africains qui votent tout comme un seul homme. Donc je crois qu'il faut partager. Il est certain que les Africains, qui ont une population jeune, qui ont tout l'avenir devant eux, doivent s'organiser avec les moyens politiques, les moyens du droit tels qu'il existe actuellement. Mais on ne peut pas non plus leur faire poser une charge trop lourde sur les difficultés que rencontrent les États, parce que cette histoire passée qui est inadmissible, elle est encore très présente. Alors je sais qu'on parle plus de Centrafrique maintenant, mais enfin moi je constate une chose, chaque fois qu'il y a des interventions qui viennent avec Conseil de sécurité, accords ou ceci ou cela, les 4 dernières se terminent dans les 2 mois qui suivent par la déstabilisation, le renversement du pouvoir qui est en place. Allez, donc il reste quand même une vieille tradition qu'on est en train de saupoudrer d'un peu de poudre de perlimpinpin juridique. Merci. Le débat continue, vous le savez, sur la page Facebook. Ça fait débat. Et puis sur Twitter, CF Débat. Ce que je vous propose tout de suite pour la dernière ligne droite, la seconde partie de cette émission, puisque la deuxième partie et dernière partie est consacrée à notre invité qui, lui, pour le coup, est marqué par son actualité, je veux dire. On va recevoir tout de suite M. Lansana Kouyaté, qui est l'ancien Premier ministre guinéen. Il est aussi le président du Parti de l'Espoir pour le développement en Guinée. Et on le reçoit aussi pour son ouvrage qui s'intitule « Du brasier somalien à la chaleur onusienne ». Voilà, c'est là, j'espère qu'on le voit. C'est tout de suite, c'est maintenant. Je remercie Gabriel Mbarga la semaine prochaine avec autant de plaisir. Oui, foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. C'est pas mal, ça, c'est pas mal. Maître Devers, à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Rost, notre leader rappeur, merci à vous. En toute Prudence à liberté vous. d'expression. Et toute liberté d'expression. Merci à vous, messieurs. Voilà, c'est parti, seconde et dernière ligne droite. Allez. Pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, sachez-le, ça fait débat. C'est tous les jeudis soirs, ici même sur Télésud, et sur numéro 23, vous le savez, le dimanche matin. Merci de votre fidélité. La page Facebook, ça fait débat. Et puis sur Twitter, c'est F Débat. Nous recevons notre invité. Il s'agit là de monsieur Lansana Kouyaté, une véritable personnalité, ancien Premier ministre guinéen, président du Parti de l'Espoir pour le développement en Guinée. Merci, monsieur. D'avoir accepté notre invitation. Merci d'être pas avec nous. C'est moi qui vous remercie. Vous avez un parcours incroyable. Vous m'avez impressionné, je tiens à le dire. On va parler aussi, vous êtes ici là aussi pour parler de votre ouvrage qui s'intitule « Du brasier somalien à la chaleur onusienne » aux éditions Témoignages. C'est ça? Aux éditions du Panthéon. Du Panthéon, pardon, du Panthéon. Voilà, c'est là, on le découvre sur nos écrans. Excellent ouvrage, je dois dire. Vraiment, on va en parler, on va en parler. Je voudrais d'abord vous faire réagir sur... je l'ai lu avec beaucoup d'attention, mais on va en parler. Je voudrais vous faire d'abord réagir sur l'actualité qui a secoué la semaine. D'abord, l'affaire Dieudonné. Est-ce qu'elle vous fera... D'abord, est-ce que ça vous parle, l'affaire Dieudonné? Est-ce qu'il fallait interdire ces spectacles? Puisque la décision de Nantes, la décision de justice, la décision de Nantes a suspendu justement l'interdiction faite. Donc, finalement, Dieudonné peut se produire. On a affaire à deux problèmes. La liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté, n'est-ce pas, des artistes. Et face à cela, le drame d'un peuple, le drame, n'est-ce pas, des Juifs. Alors, la justice a tranché, comme vous l'avez dit. Le droit a été donné à la liberté d'expression. L'on dit justement à l'école du journalisme, je n'aime pas ce que vous dites, mais je me battrai à mort pour que vous le disiez. Est-ce que Valls, il en fait pas une affaire personnelle? Bon, je crois qu'il est dans son métier. Et les excès de tous bords sont à craindre. Et la liberté de la presse, là où ça manque, c'est là où vous savez, n'est-ce pas, son utilité. Quand la presse est phagocytée, quand l'expression est liée, alors vous saurez que tous les mots viendront à la file. Monsieur Kouyaté, finalement, je vous pose la question, est-ce que ce n'est pas une victoire pour Dieudonné, l'artiste? Absolument. Si la justice a décidé, n'est-ce pas, que l'interdiction est impossible, c'est une victoire pour lui et je crois qu'il s'en délectera. Dites-moi, autre sujet, je veux parler de la crise en Centrafrique, la crise humanitaire, la crise politique. Vous connaissez personnellement Michel Djotodia. Oui. Vous l'avez eu récemment? Récemment vu, non, mais il a voulu d'abord que je vienne, n'est-ce pas, pour aider la Centrafrique, pour racoler les morceaux. Je n'ai pas pu m'y rendre encore parce que la situation est tombée dans le drame entre chrétiens et musulmans, ce qui est vraiment dommage. Mais c'est récurrent en République centrafricaine. On a laissé trop de coups d'État se succéder. Et aujourd'hui, il se dit, M. Kouyaté, oui, que Djotodia va démissionner là, dans les heures à venir. C'est une bonne chose? Écoutez, est-ce qu'il a raison finalement? Bonne chose, je ne sais pas. Mais parfois, on est content d'une chose, de la perspective d'une chose, et quand elle arrive, on est devant un autre drame. Ouais. Après lui, quoi? Après lui, qui?
même si on choisit maintenant un homme, mais probablement le Premier ministre, mais comment il va tenir d'une main ferme, n'est-ce pas, ce qui est déjà totalement décomposé? Tout le monde le lâche, l'ONU, la France, c'est certain. Et quelques chefs d'État de l'Ouest subsaharienne, de l'Afrique subsaharienne. Monsieur Oui, Kouyaté, est-ce que finalement on se pose la question, pourquoi d'abord il est lâché maintenant? Pourquoi maintenant? Et après avoir... on a tous vécu ces violences. Oui, parce qu'il n'a pas pu Vous les avez rappelées, ça a été horrible. Parce qu'il n'a pas pu contrôler, parce que lui-même, son acte n'a pas été condamné quand il a fait un coup d'État à quelqu'un qui est venu par coup d'État et qui l'a légitimé après. Mais au total... Oui, mais c'est votre ami, vous. Est-ce que vous l'avez invité à un moment donné, quand vous l'avez vu au téléphone? Non, vous le connaissez, pardon. Vous le Ouais, connaissez? Est-ce qu'à un moment, ouais. vous lui avez dit mais lâche l'affaire, ça ne sert à rien? Non, je ne suis pas allé jusqu'à lui dire de lâcher l'affaire. Tout ce que je souhaitais, c'est qu'il essaya, n'est-ce pas, de faire l'effort nécessaire pour ramener ces communautés ensemble qui ont toujours vécu en bonne intelligence. Je connais la République centrafricaine depuis que j'étais aux Nations Unies. Je sais que musulmans et chrétiens ont vécu dans la paix. Ça, c'est sûr. Mais pourquoi maintenant? Elle a un avenir, la Centrafrique? Écoutez, je crois que quand un peuple aime trop le sang, l'avenir est très laborieux. Tout pays a un avenir à condition que vous sachiez quelles sont vos faiblesses et comment les résoudre. Mais on a aussi trop laissé faire, trop de coups d'État, et c'est à saucisson, un se ferme, l'autre revient. Et on est allé comme ça jusqu'à la situation dramatique d'aujourd'hui, et il y a eu déjà trop de morts. Autre sujet avant de parler de votre ouvrage, monsieur Kouyaté, dites-moi, vous êtes, je le rappelle à tous les téléspectateurs et téléspectatrices, vous êtes l'ancien Premier ministre guinéen et président du Parti de l'Espoir pour le développement en Guinée. Vous avez boycotté, vous, récemment, là, il n'y a pas très longtemps, en tout cas quasiment en temps réel, toute l'opposition s'est levée et a quitté l'Assemblée. Oui, j'ai boycotté parce que... Pour quelle raison? Pour la raison bien simple que ça n'a pas été du tout une élection. Ça a été, n'est-ce pas, un lynchage électoral, une mascarade électorale, et toute l'opposition l'a dénoncé. Et on a fait recours à la Cour suprême, et la Cour suprême, après avoir prononcé la recevabilité de nos requêtes dans la forme et dans le fond, et cette Cour suprême, malheureusement, a dit qu'elle était incompétente pour juger de la matière. Vous dites une décision prise au nom de la paix et de la cohésion sociale. Absolument, parce qu'il faut que quelque part nous commençons à respecter les principes. Il ne faut pas faire comme l'autre, je ne le citerai pas, qui dit qu'il faut s'appuyer sur les principes, qu'ils finiront par céder. On s'appuie sur les principes pour que justement la loi qui doit présider à la marche d'un peuple, n'est-ce pas, soit le garant, n'est-ce pas, de la paix et de la stabilité. Parlons-en de la stabilité. Si on Monsieur Kouyaté, viole tout le temps, oui. Si on viole tout le temps, ces élections ont été un véritable matraquage, on l'a dit. Et une Cour suprême qui dit qu'elle est incompétente. Vous diront, vous avez été ancien Premier ministre, vous avez été Premier ministre, pardon. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai été Premier ministre, mais j'ai respecté la feuille de route qui m'avait été donnée. Je n'ai pas inventé du tout. Tout ce que j'ai fait se trouvait dans la feuille de route qui avait été préparée. Je suis venu de façon particulière. J'ai été nommé. 4 noms ont été soumis au président. Il m'a choisi et je suis arrivé. Mais ce qui était dans la feuille de route était mon document de chevet. J'ai respecté ce qu'il fallait. Et c'est cela. Les lois ont été faites par les hommes pour pouvoir mieux s'organiser, pour guider leur vie. Mais malheureusement, comment vous quand voyez on la les situation viole, politique à terme, à court, moyen terme ou à long terme en Guinée? Je ne peux pas prévoir les recettes pour les gargotes de l'avenir, mais je me dis que quelque part, on évolue en acceptant tout, en s'accommodant de tout, et cela va un jour nous rattraper. Est-ce que quand vous arrivez le matin, vous vous dites « je ne lâche pas l'affaire et je ne lâcherai jamais l'affaire » Ah oui. La Guinée jusqu'au bout. C'est un combat, absolument. Un combat qui passe par des méandres. Mon objectif, c'est de donner à ce peuple la prospérité qu'il mérite. Parlons de votre ouvrage, monsieur Kouyaté, du brasier somalien à la chaleur onusienne aux éditions du Panthéon. Excellent ouvrage. Je ne dis pas ça vraiment parce que moi ici, les gens qui me regardent, je suis assez rentre-dedans. Et je dois reconnaître, votre livre est très bien fait. Très bien rédigé, merci. Il se lit très vite, très rapidement, vous racontez votre parcours, depuis même y compris votre nomination à l'ONU, votre passage en Égypte, en tant qu'ambassadeur. Il y a des passages qui m'ont marqué, on va en parler justement, notamment la Somalie. Oui. Vous dites la Somalie, ce mot sonne comme l'acharnement du sort. Et ça tape fort, vous y allez, vous, j'ai remarqué. Vous parlez de tout ce que vous avez vécu, vous revenez sur ces événements de 93, le 22 février 93, où vous dites c'est horrible, j'ai vécu des choses, etc., jusqu'à Gali même, la référence à Gali. Pourquoi vous êtes attardé, ma question est très simple, longuement sur la Somalie, sur cette période que vous avez vécue?
Parce que j'ai l'impression et le sentiment, quelque chose encore qu'il fallait que vous exprimiez. Absolument, parce que c'est, si vous voulez, une situation, un drame vécu au quotidien par moi-même, témoin sur le terrain, et encore qui continue. Vous étiez haut fonctionnaire d'État à ce moment-là. J'étais haut fonctionnaire, absolument, et cela m'est resté à la gorge, à l'ONU. Un civil servant, comme on le dit. Mais la Somalie, comme je le dis d'ailleurs là-dedans, est restée comme étant, n'est-ce pas, un rêve inassouvi. Parce que ce peuple... Ça vous frustre? Ah, ça me frustre, c'est frustrant. Parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions de paix, malheureusement, qui se sont effilochées par les intérêts particuliers de tel groupe, et même parfois par les intérêts particuliers des États qui sont censés venir pour et vous le dites avec beaucoup d'émotion. Et là, ça m'a touché particulièrement. Vous dites « Adieu la Somalie ». C'est votre titre. Et Alain Messé dit « À l'instant précis de mon départ, la Somalie qui sonne toujours comme l'acharnement du sort me monta à la gorge comme un boulet de sanglots et de nostalgie ». Absolument. Incroyable. Absolument, parce que... Qu'est-ce que vous vouliez dire à travers ce chapitre-là? Ce que je voudrais dire, c'est que j'étais venu... le message essentiel. Le message essentiel, je suis venu, au nom des Nations Unies, pour aider un peuple en total désarroi, un peuple, n'est-ce pas, qui mourait, un peuple qui acceptait même la mort comme une délivrance. Oui, mais j'ai compris que là, vous n'aviez pas les moyens. Non, je n'avais pas les moyens, tous les moyens qu'il fallait. La communauté internationale elle-même ne s'est pas donné les moyens, il faut le reconnaître, parce que, comme je le dis, beaucoup fantasment sur les interventions de la communauté internationale. Est-ce que vous le vivez clairement comme un échec, M. Kouyaté? La Somalie, c'est un échec. Et votre passage, notamment, vous, comment vous l'avez vécu? Vous étiez à l'ONU, là, vous étiez haut fonctionnaire. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, vous reconnaissez que c'est un échec? C'est un échec pour moi, pour l'ensemble de la communauté internationale, pour toutes les grandes puissances qui ont déployé. Je vous ai dit, au pic, on s'est retrouvé à près de 29 000 soldats sur le terrain. Mais que ce drame continue encore aujourd'hui avec l'implication, n'est-ce pas, des Chebab qui sont là à terroriser, je crois que quelque part, on doit le considérer, n'est-ce pas, comme un cas d'échec. Quel bilan vous dressez, là, aujourd'hui, en 2014 de la situation actuelle, notamment en Somalie, mais plus globalement, M. Kouyaté, l'Ouest africain. Le monde perd ses valeurs de façon générale. L'Ouest africain est composé, n'est-ce pas, d'États qui sont sous menace perpétuelle. Ce qui s'est passé au Mali n'est que le prolongement de ce qui s'est passé, n'est-ce pas, au Libéria, en Sierra Leone, et au Nigeria, dans le delta du Niger. C'est ce qui s'est passé aussi, les tentatives qui se sont passées en Guinée d'infiltration et de déstabilisation. Mais le tout, pour résumer tout ça, nos pays doivent travailler sérieusement à la décentralisation vraie pour que le développement atteigne partout. Quand une région est négligée, alors c'est une poudrière. Là, j'ai remarqué, j'ai quelque chose qui m'a frappé. En Égypte, vous dites dans le chapitre, Ghali, d'accord, face aux Américains, face à son destin. En Égypte comme ailleurs, son élection suscita aussi des appréhensions de ceux qui passaient par un stupide raccourci pour en faire déjà un secrétaire général qui ne peut avoir aucune liberté vis-à-vis des Israéliens. Donc, vous dites, c'est là où ça m'intéresse, donc des Américains, son épouse, Léa Boutros, étant d'origine juive. Il se trompait aussi bien sur l'homme que sur la femme. Oui, absolument. C'est quoi là? Déjà, vous voyez quelque chose? Absolument, parce que je l'ai entendu, avant d'être son sous-secrétaire général, j'ai entendu des gens dire mais sa femme est juive. Mais dire ça, ça veut dire quoi? Ça sous-entend quoi, M. Kouyaté? Elle est là, ma question. Ouais. Ça sous-entend quoi, quelque part? Ça sous-entend que... C'est quoi la nuance? La nuance, ça veut dire que, étant donné que sa femme est juive... Il va servir les intérêts israéliens? Il va servir les intérêts des États-Unis, qui servent les intérêts israéliens. Si vous voulez, dans le classique, on dit il va prendre son menu chaque matin à Washington. Or, ça n'a pas été le cas. Comment vous l'avez vécu, ce moment? C'est décrit là-dedans quelque part. J'ai raconté un peu tout ce qui s'est passé entre lui et les Américains. Et le pic a été atteint quand il y a eu l'affaire, n'est-ce pas, de Sanaa, de Cana, pardon, au Liban. Au Liban. Et c'était vraiment le summum de la contradiction entre d'abord les États-Unis et lui, mais aussi entre Madeleine Albright, qui était Ma dernière question, parce que ça va très très vite, M. Kouyaté. Oui. Dites-moi, le dernier chapitre finit avec ça, avec justement Ghali face aux Américains. Oui. Pourquoi vous n'avez pas fini? On aurait pu tout à fait imaginer la Guinée, puisque vous avez été ancien Premier ministre. Non, parce que si vous lisez la fin, vous allez savoir que ça va Oui, c'est vrai, vous le dites. Vous le dites. Voilà. Vous le dites, exact. Vous le dites. Je dis que des pages noires attendent... J'espère avoir le temps d'écrire ces expériences différentes, chacune de l'autre, des pages encore vierges,
attendent d'être noircis. Absolument. Ça veut dire qu'après mon séjour onusien, je suis allé à la CEDEAO où j'ai été secrétaire exécutif et ensuite appelé par la francophonie dans la crise togolaise, dans le dialogue inter-togolais en Côte d'Ivoire et après Premier ministre. Je sais que je vais me faire taper dessus, on me dit qu'on n'a plus du tout le temps. Mais si vous-même, vous arrivez à cet exercice en 1 seconde, on peut y arriver. C'est parti, 5 secondes en 10 secondes. J'y tiens quand même. Allez, c'est parti. Pour vous, l'Afrique, un mot. Continent d'espoir. L'Afrique, quelle priorité? En un mot. Bien sûr, elle doit être prioritaire. France-Afrique, ça évoque quoi pour vous sans langue de bois? Ça appartient au passé, ça doit appartenir au passé. Afrique et démocratie, vous répondez quoi? Laborieux. Laborieux. Merci à vous, monsieur Lansana Couyaté, ancien Premier ministre guinéen, président du Parti de l'Espoir pour le développement en Guinée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Excellent ouvrage que j'invite vraiment à tous celles et ceux. Je l'ai lu avec beaucoup de plaisir et on est embarqué dans un voyage qui vous fait découvrir d'ailleurs l'Afrique, enfin le continent et puis même l'ONU, les coulisses, l'immersion. Bravo à vous, excellent. Ça s'appelle donc Du Brésil somalien à la chaleur onusienne. C'est aux éditions du Panthéon. Merci à vous. Le débat continue sur la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter CF Débat. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine avec autant de plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.